bonjour, bienvenue sur l'événement INRIA Fête de la Science. Je suis Alain Couvreur, je vais animer cet avis de recherche aujourd'hui. Alors, avant de commencer, un petit mot sur l'INRIA. Donc, l'INRIA, c'est un institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Cette année, l'INRIA, jusqu'au 11 octobre, organise un événement nouveau, du jamais vu, une fête de la science 100% dématérialisée, l'occasion pour vous de découvrir de chez vous la recherche en sciences et technologies du numérique. Le programme de l'événement sur www.inria.fr. Alors aujourd'hui, dans le cadre de cet avis de recherche sur le thème numérique responsable, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Lefebvre, chercheur INRIA à l'École normale supérieure de Lyon. Alors, bonjour Laurent, comment vas-tu ? Bonjour Alain. Donc aujourd'hui, pour cet avis de recherche numérique responsable, tu vas nous parler tu vas nous faire une présentation qui s'intitule Pollution numérique, tous responsables. Alors avant de te donner la parole, je rappelle au public que vous avez accès à un chat, donc vous pouvez tout au long de cette présentation nous poser des questions. Benjamin Ninassi, qui se chargera du rôle de modérateur, nous fera remonter ces questions. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Et donc, Laurent, maintenant, donc, tu vas nous parler donc, de pollution numérique, tous responsables. Tu as la parole, nous t'écoutons. Merci Alain. Oui, j'ai pris un titre un peu choc, un peu polémique pour nous faire réagir. Sommes-nous tous responsables de la pollution numérique? Alors déjà, un petit mot, qu'est-ce qu'on entend par le numérique? De quel numérique je vais parler, moi, dans cet exposé? Eh bien, c'est des trois grandes familles d'équipements numériques que l'on peut rencontrer actuellement dans le monde. Il y a la famille des terminaux numériques, les PC, les smartphones qu'on utilise. Il y a la famille des réseaux, des équipements réseaux, donc les réseaux sans fil, les réseaux filaires, les fibres optiques. Et puis, il y a la famille des data centers que vous voyez sur le petit schéma sur ce slide, où là, on va avoir des hébergeurs de services qui vont nous proposer de nombreuses machines pour supporter nos services numériques, les services qu'on utilise au quotidien. Donc, le numérique a vraiment deux aspects actuellement et deux types de perceptions, je dirais, dans le monde. Est-ce que le numérique est une solution ou est-ce que le numérique est un problème? Ça dépend de soi, ça dépend de sa vision personnelle, de son curseur personnel. On peut dire que le numérique est une certaine solution face à certains problèmes. Avec le numérique, on va pouvoir compenser certains effets carbone, on va pouvoir optimiser certains flux dans la société, on va pouvoir faire du télétravail, surtout en ces périodes de confinement, on va pouvoir s'informer, on va pouvoir se former. Aujourd'hui, on utilise du numérique, là, actuellement, pour pouvoir diffuser cette fête de la science. Ça nous permet aussi d'accéder aux téléconsultations, de faire de la création artistique et de jouer. Donc, ça peut être une solution et ça peut aussi apporter de la joie dans notre société et certaines perspectives de croissance. Mais le numérique a aussi beaucoup de problèmes, c'est ce que je vais plutôt présenter aujourd'hui, des problèmes qui lui sont associés. Donc, la consommation du numérique, l'impact environnemental du numérique, c'est une vraie problématique que l'on perçoit de plus en plus derrière ce numérique qui est très dématérialisé, qu'on ne voit pas, qui est très joli, mais que derrière, qui repose sur des infrastructures matérielles et logicielles. Le numérique aussi, c'est aussi un facteur d'accélération dans notre société. Quand il y a du numérique, tout va plus vite, tout va plus rapidement, et donc il faut prendre en compte cet aspect-là pour inclure le maximum de personnes. Et puis aussi, le numérique est un facteur d'obsolescence. On a de plus en plus d'objets qui sont numériques, de la cafetière à la poêle, à la voiture connectée, à la voiture autonome. On voit beaucoup de numérique partout. Et ce numérique est assez peu résistant souvent, donc il va peut-être nous empêcher de garder nos objets plus longtemps parce que le numérique va tomber en panne, il faudra le maintenir. Donc, notre empreinte numérique, en fait, ce que l'on observe actuellement, c'est qu'elle est en train d'exploser. On est tous entourés de services numériques divers et variés qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Alors, quelques exemples de Formule 1 du numérique. L'exemple le plus connu, c'est le clip de Despacito, de Luis Fonsi. Despacito est le clip qui a récolté le plus de vues dans le monde. Presque 7 milliards de vues depuis son dépôt sur le site YouTube depuis 2017. Donc, ces 7 milliards de vues ont un impact énergétique, ont un impact environnemental qui est assez considérable finalement. Juste pour ce clip-là. Et il y a de nombreux clips qui dépassent le milliard de vues. Donc, ce que l'on retrouve actuellement sur le numérique, sur les réseaux de l'Internet, c'est beaucoup de vidéos. 70% du trafic, 70% du trafic, c'est sans doute de la vidéo avec des grands acteurs comme Netflix, par exemple. Netflix, le catalogue de films de Netflix, c'est 4 pétaoctets de données, donc un catalogue assez impressionnant qui est diffusé, qui est traité et qui est ramené jusqu'aux équipements terminaux. On observe aussi… Je me permets de t'interrompre. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un pétaoctet?
Alors, un petaoctet, c'est un volume de données. Donc, on a le mégaoctet, le gigaoctet, le téraoctet et puis le pétaoctet. Voilà. Donc, c'est un volume de données assez considérable. Voilà, on observe aussi l'arrivée des assistants, donc Google Home, Alexia, qui sont très présents aussi et qui nécessitent beaucoup de ressources pour chaque requête. On observe que le nombre d'applications disponibles pour les smartphones dans les différents stores approche les 3 millions. Donc, il y a 3 millions d'applications disponibles pour nos smartphones et les gens installent beaucoup d'applications et ça a un impact sur les terminaux. L'intelligence artificielle, elle est présente partout, elle a beaucoup d'impact. Donc là, on est vraiment dans les Formule 1. Dans les Formule 1 du numérique qui font exploser cette empreinte. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le web solitaire, le lonely web. Donc là, je vous donne l'exemple de M. Niyama, qui est un Japonais de 52 ans et qui adore les vidéos de chats et qui, depuis 10 ans, a posté 20 000 vidéos de chats sur Internet. Donc ces vidéos de chats ont quelques visions, ont quelques vues, une cinquantaine de vues jusqu'à quelques milliers de vues. Mais ces vidéos de chats, si on les mettait bout à bout, ça voudrait dire 6 jours de vidéos de chats. Donc, ça apporte beaucoup de joie à la personne qui poste ces vidéos, mais ça a une empreinte environnementale, une empreinte numérique très grande. Donc, pour satisfaire cette empreinte, en fait, les fournisseurs de services, les industriels qui sont derrière, les opérateurs télécoms, les hébergeurs de services, ils font actuellement ce qu'on espérait une transition numérique, mais pour l'instant, on observe plutôt un empilement numérique. C'est-à-dire qu'on va rajouter de nouvelles technologies, de nouvelles infrastructures pour améliorer la qualité. La qualité, c'est une réactivité plus forte, des bandes passantes, des tuyaux plus grands, une plus grande infrastructure, plus d'utilisateurs, plus de clients. Alors, deux exemples. L'exemple des data centers que l'on trouve à l'autre bout de l'Internet. Vous avez à gauche une photo avec un très gros data center, tel qu'on le trouve sur Internet. Là, c'est un data center de Google, donc des milliers, des dizaines de milliers de serveurs qui répondent aux requêtes des utilisateurs. Les requêtes, ça peut être faire une recherche sur un moteur, déposer une photo sur un réseau social, stocker une photo. Donc voilà, des très très gros data centers. Mais ces data centers, ils sont très importants pour les utilisateurs, mais ils sont trop loin des utilisateurs. Donc ce que font les industriels actuellement, c'est qu'ils vont créer des data centers plus petits, qu'on appelle des data centers qui sont dans le fog, dans le brouillard, voilà, qui vont être plus proches des utilisateurs et sans doute plus proches de nous dans les villes. Donc ces petits data centers vont être plus près, vont nous permettre plus de réactivité, notamment sur les objets connectés, mais ils ne remplacent pas les gros data centers. Ils se rajoutent à ces data centers lointains et très gros. Et je vous ai mis une photo d'un data center particulier, c'est le data center de Google, sa proposition de data center, c'est le projet NatClick qui est ici à droite, et c'est un data center qui est immergé dans l'eau de mer. Donc on va l'immerger dans la mer, sur la côte est, sur la côte ouest des États-Unis, parce que les clients ne sont pas loin de ce data center, et donc la réactivité va être assez forte. Laurent, on a déjà tu parles de l'empreinte environnementale tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, je vais arriver à l'empreinte environnementale. J'y arrive tout de suite. Je vais expliquer ce que j'attends derrière et quelle pollution numérique est associée à cette empreinte. Je finis juste avec mon deuxième exemple sur les opérateurs télécoms, où là, on voit aussi un empilement. Donc, on parle beaucoup de la 5G dans les médias, cette 5e génération de réseaux télécoms, de réseaux sans fil. Et la 5G, elle se rajoute à la 4G, elle se rajoute à la 3G, elle se rajoute à la 2G. Pour l'instant, on a vraiment cet empilement plutôt que cette transition numérique et énergétique. Alors, l'impact environnemental du numérique, en fait, et la pollution numérique qui est associée, elle dépend finalement du cycle de vie du numérique. Et là, je vous ai représenté en intransparent ce cycle de vie du numérique. C'est un cycle de vie qui est classique pour tous les produits industrialisés, que ce soit une cafetière ou une voiture. C'est un cycle qui se passe en 5 étapes. Et ces étapes ne sont pas très propres dans le cas du numérique et elles ont de multiples impacts. Donc, vous voyez ici les 5 étapes sous forme de cycle. La première étape, c'est l'extraction des ressources. On va aller extraire des métaux précieux, ce que l'on appelle des terres rares, dans certains endroits particuliers de la planète, donc en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Australie, en Afrique du Sud. Donc voilà, des métaux que l'on va extraire. Cette extraction a de multiples impacts en termes de pollution des sols, de pollution des eaux. Voilà, ça c'est le premier type d'impact. Après, la deuxième partie du cycle de vie, c'est la fabrication. La plupart de cette fabrication, elle n'a pas lieu en France. Pour la plupart, elle a plutôt lieu en Asie du Sud-Est. Cette fabrication est aussi très polluante. C'est là où on va récupérer l'ensemble des métaux qui ont été extraits et on va créer de l'électronique. On va aussi créer des composants basés sur du plastique afin de créer nos infrastructures numériques. La troisième partie, c'est le transport. Là, je vous ai mis un exemple avec un bateau, mais le transport peut aussi se faire en avion. Donc là, beaucoup d'impacts aussi liés au transport, à la fois des impacts
en termes de génération de gaz à effet de serre, mais aussi des impacts en termes de pollution et de mélange de biodiversité à cause des cargos qui sillonnent le monde. La troisième partie, c'est l'usage, donc notre usage du numérique pendant sa phase d'utilisation auprès des utilisateurs. Cette phase, elle est souvent trop courte, pas assez longue. On jette encore beaucoup de numérique qui pourrait fonctionner, qui pourrait être réutilisé, qui pourrait être recyclé. Et puis, la dernière partie, c'est la fin de vie, c'est la gestion de ce qu'on appelle les déchets électriques et électroniques. Et cette gestion des déchets pour essayer de recycler, pour essayer de retirer des matières premières de ce numérique qui est jeté dans ce cas-là, est pas facile à mener. On va voir que c'est pas encore une période ou une phase de l'étape du cycle de vie qui est très propre. Oui, Alain? Oui. Alors, j'ai une petite question. Donc, tu parlais au départ d'extraction de métaux rares. On pense qu'il y a des risques d'épuisement de certaines ressources de métaux à court terme qui pourraient nous mettre dans une situation de pénurie vis-à-vis de certains outils numériques. Voilà, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de plus en plus de métaux dans nos composants électroniques, dans les composants numériques. Pour un smartphone, actuellement, il y a plus d'une 50aine de métaux à l'intérieur d'un smartphone. Ces métaux sont là sous la forme de petites traces pour la plupart. Il y a quelques composants qui utilisent quelques propriétés de quelques métaux. Donc, ces métaux, voilà, on en met de plus en plus dans le numérique parce que le numérique, il est de plus en plus petit. On va créer des objets connectés de plus en plus petits. Il est de plus en plus résistant, il supporte la chaleur, le froid, et il est de plus en plus performant. Donc, on a un risque associé au gisement de ces métaux. Donc, la notion de gisement et de réserve, elle est très variable. Elle dépend du fait de prendre en compte l'économie, la spéculation, ou uniquement l'aspect technique de l'extraction. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il faut de plus en plus, de toute façon, d'énergie pour extraire les métaux. On considère qu'à l'échelle mondiale, peut-être plus de 10% de l'énergie consommée sert à extraire et raffiner les métaux. Pas uniquement les métaux du numérique, mais la totalité des métaux. On a une autre question, Laurent, de Julie. Les proportions, elles sont vraiment équiréparties comme on le voit sur ton schéma, l'impact du transport par rapport à l'usage ou pas du tout? Non, mon schéma peut prêter à confusion. Effectivement, les proportions ne sont pas équiréparties. On considère souvent que le transport, quand on le ramène à l'objet lui-même numérique, est la phase peut-être la moins impactante parce qu'il y a des facteurs d'échelle qui nous permettent de l'avoir plus réduite. Ce qui semble très important, bien sûr, c'est l'extraction des ressources et la fabrication. Pendant cette extraction et cette fabrication, on va générer beaucoup de pollution, beaucoup de gaz à effet de serre. La phase d'usage, finalement, que nous, on voit plus en tant qu'utilisateur, ce n'est pas toujours celle qui consomme le plus et qui impacte le plus. Pour avoir une phase d'usage qui compense vraiment la phase d'extraction et la phase de fabrication, il faut faire durer nos équipements informatiques le plus longtemps et le plus possible. Vous voyez aussi que sur mon schéma, j'ai mis une flèche vraiment un peu peut-être optimiste, je dirais, qui revient, un vrai cycle. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment beaucoup le cas, c'est-à-dire que les métaux que l'on va recycler en fin de vie du numérique, on ne les réinjecte pas dans la chaîne. Souvent, c'est des métaux qui partent dans d'autres domaines industriels. Donc, on n'est pas encore dans cette forme d'économie, je dirais, économie circulaire. Ce que je voulais vous mentionner aussi, c'est que finalement, les impacts environnementaux dans le cycle de vie, ils sont divers et variés. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui est consommée pour chacune de ces impacts, pour chacune de ces étapes du cycle de vie. Pardon. Puis, il y a aussi, bien sûr, toute la génération des gaz à effet de serre, donc des équivalents CO2, mais aussi d'autres types de gaz qui sont émis pendant tout le cycle de vie. Il y a tout ce qui concerne encore l'utilisation de gaz qui détruisent une partie de la couche d'ozone, même si certains gaz sont interdits, il en reste encore, on en observe encore qui sont utilisés dans la fabrication de certains numériques. Et puis ensuite, toute la toxicité associée à la pollution, donc les émissions dans l'air, dans l'eau, dans le sol, qui peuvent avoir un impact bien sûr sur l'homme, déjà pendant la phase d'extraction, pendant les phases de fabrication, pendant les phases de transport, mais aussi sur la biodiversité avec la pollution aquatique et l'eutrophisation des eaux. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que pendant tout ce cycle du numérique, il y a une consommation d'eau propre qui est très importante. On utilise beaucoup d'eau pour extraire les métaux, on en utilise beaucoup dans la fabrication. Donc voilà, cette consommation d'eau, elle provoque aussi des compétitions sur l'eau potable dans les pays où les mines sont disposées, par exemple. Voilà en quelques mots ma vision, ma présentation des impacts environnementaux du numérique. Une petite question, quelles sont les zones géographiques qui sont principalement impactées par ce type de problème? Est-ce que c'est uniformément réparti sur Terre ou est-ce qu'il y a des zones plus impactées que d'autres? Alors, il y a des zones plus impactées que d'autres. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de pollution associée à l'extraction des métaux et des terres rares.
Donc, beaucoup d'impact à ce niveau-là en Chine, aussi en Amérique du Sud et aussi en Afrique. Notamment, on parle de certains minerais qu'on appelle les minerais de sang, qui viennent aussi de zones de conflit, notamment en République démocratique du Congo, pour le tantal, par exemple. Voilà, donc cette répartition, elle n'est pas équitablement répartie à l'échelle de la planète. Nous, en Europe, on n'a pas vraiment envie de rouvrir certaines mines, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir une mine au bout de leur jardin, n'ont pas envie d'avoir cette pollution. Donc, pour l'instant, on ne voit pas, nous, cet impact. Cet impact est vraiment réparti sur d'autres pays. L'aspect fabrication étant plutôt fait en Asie, Asie du Sud-Est, l'impact environnemental et de pollution associée à la fabrication est plutôt en Asie, Asie du Sud-Est actuellement, et un peu aux États-Unis. Tu disais qu'on n'était pas encore tout à fait arrivé à un cycle d'économie circulaire. Quels sont les freins pour qu'on arrive à mettre ça en place? Alors, la fin de vie est encore très difficile à gérer. Par exemple, en France, le plus gros recycleur d'équipements électroniques, c'est une société qui s'appelle Umicore en Belgique, qui récupère les cartes électroniques et qui va essayer de retirer les métaux qui sont à l'intérieur des cartes électroniques. Sur les 50 à 60 métaux qu'on va trouver dans un smartphone, une société comme Umicore est capable d'en retirer 17 à 18. Donc, l'ensemble des autres métaux que je mentionnais tout à l'heure, qui sont là sous forme de traces, sous la forme de quelques petits composants, on ne va pas pouvoir les retirer, ça va devenir du déchet industriel et on l'utilise pour faire du goudron, par exemple, pour faire le goudron des routes européennes. Donc tout ça est perdu, c'est pour ça que ma flèche ne repart pas vraiment en forme de cycle. Alors par contre, certains métaux, eux, sont bien récupérés parce qu'ils sont financièrement intéressants. Donc bien sûr, l'or, l'argent, le cuivre sont très facilement ou plus facilement récupérés et peuvent être réinjectés dans certaines parties de l'économie et de l'industrie. Voilà, donc un constat qui est un petit peu pesant, qui nous montre que finalement, on est tous responsables de cette pollution numérique parce qu'on utilise tous du numérique et on est en train de l'utiliser actuellement. Comment la recherche, l'INRIA et les autres chercheurs aussi peuvent réagir et attaquer certains aspects de cette pollution numérique. Donc le numérique, ça marche, comme j'ai mis dans cet exemple, ça marche bien, on est en train de le vérifier là actuellement, mais il y a beaucoup de gaspillage à tous les niveaux. Il y a des gaspillages dans les 3 grandes familles d'équipements numériques que je vous ai mentionnés, les terminaux, les réseaux, les data centers. Il y a du gaspillage dans les matériels, il y a du gaspillage dans les logiciels. Comment est-ce qu'on pourrait attaquer certains de ces problèmes? Le premier problème pour éviter une certaine partie de ce gaspillage, c'est d'attaquer ce que j'appelle le superflu et les surcouches. Ce dessin, il va peut-être vous faire réagir personnellement parce que vous allez pouvoir vous-même associer une techno-informatique à chacune de ces bulles. On peut considérer qu'on a un numérique qui est indispensable. C'est le cœur là, de ma figure ici, c'est le petit rond. Ce numérique indispensable, ça peut être diffuser des vidéos de chats, comme M. Niyama, ça peut être tout type de numérique qui vous semble indispensable. Voilà, ça nous permet de télétravailler, de communiquer et de s'informer, par exemple. Mais on se rend compte qu'au-dessus de ce numérique responsable, on rajoute des surcouches numériques. On rentre dans l'inutilité, on rentre dans une certaine redondance numérique, dans un certain gaspillage. Donc, on entoure ce numérique responsable d'un ensemble de surcouches que l'on pourrait sans doute enlever pour éviter un type de gaspillage. On observe aussi qu'au-dessus de ce numérique intelligent et indispensable, on rajoute du superflu. Le superflu nous permet de vendre plus de fonctionnalités, des fonctionnalités que peut-être les utilisateurs ne veulent pas tous, mais en tout cas, ça permet de faire vivre les logiciels, les matériels, de créer de nouvelles générations d'équipements. Et encore, au-dessus de ce numérique superflu, on rajoute encore des surcouches numériques. Donc, vous voyez, on est là un peu comme une pelure d'oignon. On pourrait vraiment enlever certaines couches de l'oignon pour revenir à un numérique plus indispensable, plus rationnel et tout aussi efficace dans notre vie quotidienne et pour travailler et pour les loisirs. Donc, attaquer le superflu, c'est intéressant. Ce qui est aussi nécessaire et que certains chercheurs attaquent actuellement, c'est comment on va pouvoir coordonner et appliquer au bon moment de multiples leviers technologiques. On a beaucoup de leviers technologiques qui nous permettent de réduire la consommation du numérique en termes d'énergie, en termes d'impact environnementaux. Je vous en ai cité quelques-uns, donc l'extinction par exemple. On va essayer d'éteindre dans nos infrastructures les ressources qui sont allumées pour rien. Donc voilà, par exemple, aux États-Unis, on considère que 30% des serveurs dans les data centers sont allumés pour rien. Ils sont juste allumés au cas où il y ait plus d'utilisateurs qui arrivent. Donc on pourrait peut-être éteindre des morceaux des data centers, on pourrait éteindre des parties des réseaux, on pourrait éteindre aussi certains composants dans nos équipements à nous, dans nos terminaux, des cœurs de calcul, des mémoires, des composants réseau, des composants d'entrée-sortie. Donc l'extinction, c'est le premier levier qui a été étudié depuis une dizaine d'années. Il y a le dimensionnement que vous pouvez observer, là où les performances s'adaptent, notre informatique s'adapte à nos réels besoins.
quand vous utilisez votre ordinateur portable, il va rendre beaucoup de services et donc il va vous donner plus de performance, mais il va consommer moins d'énergie, comme votre smartphone. Donc, le dimensionnement est un levier très intéressant. La reconception, l'optimisation. Donc là, on modifie les systèmes, les applications et les services pour les rendre moins impactants. Et enfin, ce qu'on appelle la consolidation, l'agrégation, ça vient du monde du cloud, du monde des data centers, où on va avoir sur un faible nombre de ressources physiques, des machines virtuelles et des containers. Est-ce que vous avez des questions associées à ça? Moi, j'en ai une. Est-ce que, on a bien vu l'empilement des couches que tu nous as montré, est-ce qu'en enlevant des couches considérées comme étant superflues, on ne perd pas l'essence de nos services numériques, un peu comme si on enlevait le beurre d'un kouign-amann, quoi? Oui, on peut enlever le beurre. Non, on peut pas enlever le beurre d'un kouign-amann, sinon c'est plus un kouign-amann. Voilà, mais par contre, on peut enlever vraiment des surcouches, des fonctionnalités numériques qui sont rajoutées et qui sont pas forcément utilisées et utilisables. Donc, on peut revenir à une certaine raison, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. On va essayer d'enlever les surcouches. Donc, il y aura un très bel exposé cet après-midi à 17h30 de Romain Rouvois sur l'éco-conception logicielle. Voilà, on peut quand même enlever certains superflus, certains artifices numériques sans perdre la qualité des services rendus. Le cœur ici de cette figure peut même s'appeler carrément ce qu'on appelle le low-tech, les technos basses, les technos vraiment très, très primitives, et revenir à un certain numérique qui rend beaucoup de services, mais qui évite tout ce surcoût et cette inutilité. Une autre action que l'on peut mener dans la recherche pour essayer d'améliorer, par exemple, la consommation énergétique des ordinateurs, c'est ce qu'on appelle le fait de recréer de la proportionnalité énergétique. C'est un problème qui a été remis au goût du jour par les chercheurs de chez Google en 2007. Ils ont observé les serveurs dans les data centers de chez Google et ils se sont rendus compte que quand les serveurs ne font pas grand-chose, c'est-à-dire qu'ils sont allumés pour attendre des clients, ces serveurs, au lieu de consommer 0% de leur pic électrique, de leur consommation d'électricité, ils vont plutôt consommer dans les 50%. C'est-à-dire que chez Google, un serveur qui est allumé pour rien, il consomme 50% de son pic électrique, alors qu'un serveur qui est allumé et qui rend beaucoup de services, il consomme 100%. Donc cette courbe verte ici, elle ne tend pas vers 0, mais elle tend vers 50%. Ce qui est observé en 2007 est toujours le cas en 2020, parce qu'on se rend compte en fait qu'un ordinateur a deux types de consommation énergétique. Il y a la consommation statique et la consommation dynamique, que vous pouvez voir ici sur ce schéma. La consommation statique, c'est quand on allume notre ordinateur, quand on allume notre smartphone, et c'est l'électronique qui est alimentée, les ventilateurs, les disques durs, l'écran. C'est une consommation qui ne varie pas en fonction de l'usage, c'est le coût de base. La consommation dynamique, elle, c'est tout ce qui va dépendre de notre usage du numérique, les applications que l'on va lancer, les services. Vous voyez que dans le cas des serveurs, on est plutôt à 50-50%. C'est aussi le cas dans les réseaux. Les réseaux, c'est peut-être même encore pire. Il peut y avoir 80-90% de consommation statique et seulement 5 à 10% de consommation dynamique. Donc, c'est des équipements, si on peut éviter de les allumer avec les leviers d'extinction, on les éteint. Ça peut être très intéressant pour réduire la consommation. Mais une fois qu'ils sont allumés, autant les utiliser et autant les rentabiliser, donc les utiliser au maximum. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus pour essayer de recréer cette proportionnalité énergétique qui nous manque dans les serveurs et dans les réseaux. La plus grande idée, c'est d'utiliser des processeurs hétérogènes ou des équipements réseau hétérogènes et d'allumer et d'éteindre au bon moment, quand on en a besoin, les processeurs et les équipements réseau pour avoir juste ce qu'il faut, la puissance nécessaire pour rendre les services demandés. Le dernier slide, le dernier transparent sur les recherches pour réduire la consommation énergétique du numérique. La principale approche, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est éteindre et allumer à grande échelle des ressources numériques. On arrive à éteindre maintenant, il y a des chercheurs qui ont montré des modèles d'extinction. Il peut y avoir des modèles d'extinction qui passent en production dans les infrastructures. Le plus dur, finalement, c'est de rallumer, puisqu'il faut rallumer au bon moment. Donc, il faut prédire l'usage du numérique, quand est-ce que les clients vont arriver, quand est-ce qu'il va y avoir du trafic réseau. Donc, il y a encore des travaux à mener là-dessus sur quand bien rallumer et à quel moment et à quelle hauteur. Voilà, toutes les techniques qui concernent la virtualisation et l'agrégation des services. Donc là, parce qu'on est dans une informatique qui est virtualisée, en nuage. Comment mettre plus de containers logiciels, plus de machines virtuelles sur les serveurs de data center. Ça, c'est un vrai travail. On voit arriver aussi de nouveaux matériels, donc notamment à cause de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle utilise des modèles d'apprentissage qui utilisent des GPU, qui sont donc des cartes graphiques, des Graphical Process Unit, donc des cartes graphiques bien précises et performantes
pour faire des modèles d'intelligence artificielle, mais qu'il va falloir prendre en compte et sur lesquels on va devoir aussi appliquer des leviers technologiques, parce que l'IA, tel qu'on commence à le percevoir maintenant, l'intelligence artificielle donc, a aussi un impact énergétique et un impact environnemental qui peut être assez fort. Et enfin, l'éco-conception logicielle, tel que je l'ai mentionné tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire que des Formule 1 en informatique. La Formule 1, c'est bien, ça va très vite, mais ça consomme beaucoup d'énergie aux 100 km. On peut faire de temps en temps des 2 chevaux, c'est ce que je vous représente ici, des 2 chevaux avec peu de ressources utilisées, mais qui rendent le service nécessaire à ce qui est demandé par les utilisateurs. Du coup, une question d'Eli, est-ce que réduire finalement la qualité des vidéos visionnées, c'est futile ou c'est utile? La qualité, oui, c'est tout à fait utile parce que, comme je vous l'ai dit, les opérateurs télécoms et puis les hébergeurs de services vont observer le nombre de vidéos qu'ils diffusent à un instant T, surtout l'hébergeur de services. Donc, l'hébergeur, il est toujours là pour satisfaire ses clients. Donc, il va dimensionner son infrastructure et surdimensionner son infrastructure pour être sûr d'avoir une bonne qualité. Donc, réduire la vidéo que l'on reçoit, alors à notre échelle, ça va avoir un tout petit impact, mais s'il y a des millions de personnes qui font ça au même moment, il y a un facteur d'échelle là qui va rentrer en compte, ça peut avoir un impact très important sur le nombre d'équipements réseau qui sont nécessaires au transport de toutes ces vidéos, sur le nombre de serveurs qu'on va avoir dans les data centers, et surtout, ça va envoyer un message fort aux opérateurs et aux hébergeurs de services en leur disant il y a peut-être besoin de moins de ressources et les hébergeurs de services vont éviter le surdimensionnement et ce gaspillage logiciel. Merci beaucoup. Alors, une autre question posée par Arnaud, qui est est-ce qu'au même titre que dans la gestion des déchets, on pourrait imaginer que le meilleur outil numérique serait celui qui n'existe pas? Eh oui, oui, c'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Exactement, oui, c'est sans doute ce qui a le plus d'impact. Alors, merci Arnaud, ça m'emmène vers mon dernier transparent. Alors, peut-être non, attendez, avant que je réponde à cette question, oui, donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, très bien, mais j'y reviens juste après. Là, je vous ai parlé beaucoup de technologie, principalement de technologie et de la manière d'améliorer cette technologie, mais la technologie ne suffit pas, puisqu'il faut faire attention aux usages qui sont associés avec cette technologie et attention à ce qu'on appelle aux rebonds et aux effets rebonds. Ce que l'on observe actuellement, c'est que le nombre d'utilisateurs continue d'augmenter. On est actuellement à peu près à 4 milliards d'utilisateurs d'Internet, donc il faut faire de la place aux nouveaux entrants. Il y a de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur le numérique, sur les réseaux. On observe aussi qu'il y a des modèles économiques qui encouragent l'usage. Bande passante illimitée. Quand on a un abonnement pour regarder de la vidéo mensuelle, on a l'impression que du coup, on peut se servir gratuitement dans le catalogue qui est mis à notre disposition, sans penser à l'impact qu'il y a derrière le visionnage de vidéos. Donc le risque aussi, c'est que les améliorations techniques et technologiques telles que je vous les ai présentées, elles risquent de créer des appels d'air, c'est-à-dire que les utilisateurs vont se dire « Ah ben, si on a amélioré la techno, je peux peut-être utiliser encore plus cette techno ». Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, c'est quand il y a une amélioration technologique qui pourrait permettre à une réduction énergétique, une réduction des impacts environnementaux, mais cet effet rebond, il est compensé ou il est complètement annulé par l'usage qui est fait des équipements électroniques derrière, c'est-à-dire on améliore une technologie d'un facteur 1000, mais derrière, il y a un effet rebond d'un facteur 1 million. Donc finalement, l'impact environnemental continue à augmenter et l'impact énergétique continue à augmenter. Donc il faut faire attention à ces effets rebonds qui peuvent être directs ou indirects. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup de types d'effets rebonds que l'on doit prendre en compte et pas seulement prendre en compte la technologie et l'efficacité énergétique. Voilà, c'était pour finir. Oui. Ça rejoint la question que Eli a posée. Est-ce que c'est le marketing du tout illimité, du tout gratuit, entre guillemets, qui nous fait oublier cette pollution et est-ce qu'on devrait payer davantage pour ces services? Ah, ça peut être une des solutions. En tout cas, on est encouragé à utiliser ces services. Quand on va regarder une vidéo à la demande dans un catalogue d'un fournisseur de vidéos, l'intelligence artificielle qu'il y a derrière va nous proposer de regarder une autre vidéo, de regarder l'épisode suivant, peut-être même l'épisode suivant va démarrer par lui-même. Donc, les modèles marketing et les modèles d'usage encouragent bien sûr une surutilisation du numérique et on est complètement insensible finalement à la quantité de données transportées, à l'impact des données transportées et au volume. Et ça, on pourrait peut-être se raisonner beaucoup plus. Alors, c'est les quelques actions que je vous propose quand j'ai mis en début de mon exposé qu'on était tous responsables de la pollution numérique. On est tous aussi acteurs de la réduction de la pollution numérique. On peut être tous impliqués, à la fois les chercheurs INRIA, mais aussi les utilisateurs et les industriels. Donc, c'est là-dedans qu'on va retrouver aussi la notion de service numérique qu'on ne produit pas, c'est peut-être le meilleur service numérique. Tout d'abord, ce que je peux dire, c'est qu'on doit continuer à sensibiliser, à être sensible aux impacts environnementaux, nous en tant qu'utilisateurs,
mais aussi en tant que chercheur. Il faut faire attention à ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire on va essayer de nettoyer plus vert en nous vendant de nouveaux équipements qui consomment un petit peu moins, qui ont un service un petit peu amélioré. Ça peut être un équipement matériel ou logiciel. Et du coup, on va dire, bah, tiens, puisque c'est mieux, je change, je consomme et je jette l'équipement précédent. Non, il ne faut pas faire ça. Donc, il faut vraiment rentrer dans une démarche où on doit avoir du numérique plus raisonné, du numérique où on ne va pas rentrer dans un achat compulsif. On va essayer d'avoir un achat raisonné du numérique. Ça peut se traduire, on espère, par moins de numérique, surtout moins de numérique superflu, tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure. La grosse aussi approche, le levier qui nous intéresse beaucoup, c'est aussi de faire durer plus longtemps notre numérique. Donc, avoir une durée de vie augmentée, c'est très important parce que vous vous souvenez du cycle de vie. Il faut que notre durée de vie, d'une certaine manière, elle compense toute l'énergie que l'on a mis dans le numérique dans les premières étapes. Bien sûr, il faut continuer à chasser le gaspillage et continuer à optimiser le numérique, donc dans les grandes infrastructures, éviter le surdimensionnement, avoir de meilleurs protocoles, de meilleurs logiciels. Notre achat doit être raisonné, mais notre usage du numérique doit être raisonné. Alors, il ne faut pas rentrer dans les petits éco-gestes, même s'ils sont symboliques et qu'ils peuvent permettre de nous aider et de nous sensibiliser. Voilà, mais essayer d'avoir un usage plus raisonné, donc moins d'applications installées sur nos smartphones, parce que chaque application continue à se mettre à jour, continue à vivre sur nos smartphones, elle consomme de la batterie, elle vous force à recharger votre batterie plus souvent, et ça a un impact environnemental. Moins de données stockées dans les nuages, est-ce qu'on a vraiment besoin de stocker toutes nos photos numériques, toutes nos vidéos? Moins de vidéos transportées, et ainsi de suite. Aussi, merci. Ce qu'on doit essayer… Vas-y Alain, oui. Je te remercie, mais je te laisse conclure. Je conclue. Donc aussi, moins d'empilement numérique, voilà, mais vraiment rentrer dans une période de transition, c'est-à-dire on va essayer de prendre en compte les usages, essayer de se poser les questions d'arrêter certaines technologies anciennes. Si cet arrêt provoque un suréquipement des ménages, des achats nouveaux, de nouvelles technologies, il faut peut-être faire vivre encore des anciennes technologies et surtout faire très attention aux effets rebonds que j'ai mentionnés juste avant. Bien sûr, le but ultime, c'est d'améliorer le cycle de vie complet. Là, on n'est pas tous acteurs de ça, mais en tant qu'acheteurs et chercheurs, on peut améliorer ce cycle de vie, choisir des équipements qui sont peut-être plus efficaces, des équipements qui ont certaines normes respectées en termes de réduction environnementale pour avoir un numérique moins polluant. C'était ma conclusion. À ce sujet, Alain, il y a une question de Taki. Est-ce que des smartphones présentés comme éco-responsables, comme le Fairphone par exemple, sont des solutions ou sont des éco-gestes, selon toi? Alors, c'est pas un éco-geste. Le Fairphone, c'est vraiment un choix d'un achat raisonné. Le Fairphone est une société hollandaise qui vend un téléphone qui ressemble aux autres téléphones, un peu plus gros, mais qui a plein de bonnes propriétés. Déjà, il y a la traçabilité des métaux qui sont ingérés à l'intérieur du smartphone. La phase de fabrication est contrôlée par Fairphone afin que les employés, lors de la fabrication en Chine, travaillent dans de bonnes conditions. Fairphone vous garantit que les pièces détachées, vous allez pouvoir les remplacer vous-même comme une sorte de gros Lego avec un tournevis très facilement et vous garantit que le logiciel sera disponible pendant plusieurs années. Donc, ça active vraiment 5 bonnes vertus, je dirais, du smartphone que l'on devrait encourager. C'est un smartphone qui vaut le même prix que les autres, il vaut quelques centaines d'euros, mais voilà, on est vraiment ici dans une informatique plus vertueuse. Alors, ne pas oublier que Fairphone a vendu quelques centaines de milliers de téléphones depuis sa création, alors qu'il a été vendu dans le monde l'année dernière 1,6 milliard de smartphones. Donc, c'est encore une petite goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau à encourager, bien sûr. Merci beaucoup, Laurent. Alors, l'émission est en train de toucher à sa fin. Pour conclure, une question qui est la question qu'on pose à tous les intervenants cette semaine. Donc, en quelques mots, que t'évoque l'idée des sciences du numérique en relation entre l'humain et la nature? Alors, je pense que les sciences du numérique, elles peuvent nous aider à comprendre et à sauver la nature. J'y crois vraiment. Mais on a vu dans cet exposé que le numérique détruit aussi une partie de la nature à cause de cette pollution et de ses impacts environnementaux. Donc, je pense que les sciences du numérique doivent être là pour nous aider à construire un nouveau numérique, un renouveau du numérique qui va prendre comme caractéristique de la sobriété, plus de justification, un numérique beaucoup plus raisonné afin de réduire au maximum les impacts sur la nature. Merci beaucoup, Laurent, pour cette intervention. Merci de nous avoir donné ton temps. Merci aussi à Benjamin d'avoir modéré les questions du public. Donc, cette émission se termine. Je vous donne prochain rendez-vous ce soir, 17h30 sur la chaîne YouTube L'Esprit Sorcier pour l'émission
toujours plus nombreux, toujours plus connectés, avec Romain Rouvroy, Cédric Loradou et Vincent Roca. Donc, le lien va apparaître dans le chat. Vous pouvez retrouver le programme sur www.inria.fr. Donc, bon après-midi Laurent. Merci, au revoir. Bon après-midi Benjamin, et puis bon Merci à vous. après-midi à tous, et à très bientôt pour la fête de la science. Au revoir.